Aujourd'hui, en effet, on m'a convié à venir pour discuter avec vous un petit peu des premiers retours d'expérience sur la RE 2020 en logement collectif et plus précisément sur le IC Construction, donc la composante carbone de cette nouvelle RE 2020. Pour les seuils 2022, parce qu'il faut quand même qu'on se pose un petit peu sur le seuil 2022 et ensuite sur le seuil 2025. Donc sommaire, retour d'expérience un petit peu brut sur le IC Construction seuil 2022. Aussi un petit comparatif entre le label énergie carbone qui était lié à la RT 2012 qui préfigurait la RE 2020 et donc la RE 2020 et le IC Construction. Quelques constats issus de nos REX. On va discuter aussi assez rapidement de l'optimisation carbone versus la qualité d'habiter parce que c'est un vrai sujet, je pense, à discuter aujourd'hui. Des REX sur le IC Construction aussi, seuil 2025, et ensuite tout ce qui est impact positif aussi de la RE 2020 et de ces seuils évolutifs qu'on va voir venir. Donc en gros, sur les conditions d'atteinte de la RE 2020 pour le seuil 2022, qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir le seuil 2022 IC Construction? Donc pas de modification majeure des pratiques constructives, déjà ça c'est à noter, pour le seuil 2022 pour être réglementaire. Ce qu'on peut noter, c'est une sélection stratégique de données environnementales. Donc ça va être assez important. Donc là, les industriels vont devoir aussi travailler pour faire évoluer un petit peu leur fiche de données environnementales. Mais en tout cas, ça nous oblige, nous, en tant que concepteurs, à aller chercher des données environnementales de bonne qualité. Deuxième sujet, c'est une augmentation un petit peu normale du pourcentage de matériaux biosourcés qu'on utilise dans la conception des bâtiments. Donc on va travailler sur les isolants par exemple, les matériaux de revêtement intérieur, mais on n'est pas nécessairement obligé de passer sur une structure biosourcée pour pouvoir s'en sortir. À partir du moment où on arrive à intégrer par exemple dans notre structure du béton plutôt bas carbone, CEM2 plutôt CEM3, plutôt que du CEM1 qui va avoir un poids carbone trop important pour la RE 2020. En termes de retour d'expérience, alors là on est sur une opération en Ile-de-France sur 111 logements, 7000 m² de chave en R+6. Voilà, c'est sur le plateau de Saclay où il y a quand même quelques projets en ce moment. Donc c'est une opération de logement où on va avoir plusieurs îlots. Je vous en présente un aujourd'hui. Donc mode constructif, on est en ossature poteau-poutre béton. On a un plancher béton, des façades ITI biosourcées pour le coup, avec Maxi-Brick, enfin il y a un complément biosourcé, pardon, et des façades en ITI Maxi-Brick, donc terre cuite, avec un parement brique. En termes de finition, on est en parquet bois contre-collé, du carrelage et de la peinture biosourcée. Voilà un petit peu l'environnement des matériaux du projet. Et le type de ciment est en CEM3 de façon majoritaire. On se rend compte que le IC Construction ne passe pas. Donc il faut encore faire un petit effort. Donc là, on voit bien qu'en béton, on est obligé de continuer à aller chercher des meilleures données environnementales ou des produits qui vont avoir un poids carbone un petit peu moins important pour qu'on puisse s'en sortir. Donc là, le IC Construction, voilà, ici c'est le seuil 2022 qu'on voit. Donc on a plus 0,7%. Si on change, je vous donne un exemple, on change juste le parement brique et on le passe en enduit. On se rend compte qu'on gagne tout de suite à peu près 1% de gain sur le seuil. Enfin, on gagne 1% en tout sur le poids carbone, ce qui nous ramène à un petit gain de 0,3% sur le seuil 2022. On commence juste à être réglementaire. Donc on se rend bien compte quand même que déjà pour le seuil 2022, même si c'est une continuité de ce qu'on est en train de faire depuis quelques années, il faut réussir à intégrer du biosourcé dans le bâtiment. Petit exemple, on est en R+6, on se dit on essaye d'avoir plus de marge, donc on intègre plus de biosourcés. Donc là on a pris un exemple, on a intégré du plancher CLT, donc du plancher bois, du R+4 au R+6, seulement sur 3 niveaux, sur les 7 niveaux. Donc du coup on se retrouve avec un gain de 3,3%. Donc c'est sûr que ça c'est une solution assez efficace pour obtenir le seuil 2022, puis on verra après le seuil 2025 intégrer du carbone, du moindre impact carbone dans la structure.
Donc nos premiers constats sur le seuil 2022. Donc déjà, ce qui est assez intéressant de pouvoir réaliser quand on réalise les premières études, c'est de se rendre compte déjà qu'à morphologie et mode constructif équivalent, les bâtiments de logement qui seront de plus petite surface vont respecter plus difficilement le seuil réglementaire que ceux de plus grande surface. Donc ça, c'est vrai que c'est assez étonnant. On peut se poser la question des coefficients de modulation des seuils qu'il y a entre les plus petites et les plus grandes surfaces. A priori, d'après nos premiers retours d'expérience, donc sur le plateau de Saclay, on avait des bâtiments à peu près faits de la même manière, avec les mêmes morphologies, même mode constructif, et on a pu remarquer ça. Donc c'est un point d'attention pour tout le monde, mais il est vrai que sur les logements de plus petite surface, on devra sûrement intégrer plus de biosourcés pour atteindre le seuil 2022. Évidemment, autre constat, la compacité du bâtiment, donc évidemment qu'elle a un lien avec la partie énergétique, le BBio de la RE 2020, donc sur la compacité, c'est une évidence, mais aussi ça va avoir un lien sur le poids carbone du bâtiment. Qui dit compacité dit moins d'épuisement, moins d'utilisation de ressources plutôt, moins de matériaux finalement, moins de quantité de matériaux pour construire. Donc c'est vrai qu'à force, les formes un petit peu bizarroïdes en RE 2020, on va commencer à moins les voir en fait. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, que ce soit pour l'énergie ou pour le carbone. C'est même une très bonne chose. Comparatif E plus C- RE 2020. Donc là, ça c'est intéressant. Donc déjà, E plus C-, on n'est pas dans la même méthode de calcul que la RE 2020. En E plus C-, on était en statique, donc c'est une méthode de calcul spécifique. Ensuite, on est passé en RE 2020 en dynamique. Autre chose qui est différente, c'est la surface de référence qu'on prend en compte dans le bâtiment. En E plus C- RT 2012, on prenait la surface de plancher, la SDP. En RE 2020, on va prendre la surface habitable. Ce qui va avoir, sérieusement, une influence importante sur les résultats. Le niveau C2, en fait, du label E plus C-, donc quand la RE 2020 est sortie tout juste, on a commencé à dire des choses. On disait en gros que le niveau RE 2020 correspondait à un niveau C1 moins 30%. Et bien il s'avère qu'en fait c'est pas vrai. Aujourd'hui on est plutôt sur ce genre de choses. Donc un niveau C2 c'est plutôt le seuil 2022 de la RE 2020. Donc on voit encore une fois que les données environnementales, le choix des données environnementales va être assez important pour être réglementaire sans avoir besoin de mettre trop de biosourcés et d'augmenter finalement le coût de notre bâtiment, ce qui pourrait poser des problèmes de financement et de construction finalement de notre bâtiment. Donc c'est, je trouve, assez parlant ce graphique. Donc on voit que le niveau C2 sur ce bâtiment-là est atteint, on a 7,7% d'avance. Le seuil 2022, on est juste à moins 3,2%. Donc voilà, niveau C2 à peu près égal au seuil 2022, en sachant que ça peut changer évidemment en fonction des types de bâtiments, de quelle est la différence entre la SDP et la CHAB, parce que parfois il y a un rendement différent. On est plutôt aux alentours de 0,92 à peu près en termes de rendement entre SDP et CHAB, mais ça peut être assez différent. Donc ça va avoir une influence importante sur finalement l'écart qu'il y a entre le niveau C2 et le seuil 2022. Donc autre constat finalement dans le comparatif plus C- RE 2020, donc c'est aussi l'impact des infras et du VRD. Il est vrai que cet impact-là, il est pris différemment en compte dans le calcul dynamique. Les infras sont, on va dire, talonnés à une certaine valeur maximum. Ensuite, on ne compte pas réellement l'impact carbone des infrastructures en RE 2020, alors qu'au niveau C2, au niveau plus C-, on le comptabilisait. Les seuils sont différents, tout est différent, on peut difficilement le comparer. Par contre, on peut faire une image comme celle-ci et se dire, voilà, selon les bâtiments, en tout cas, ça donnera à peu près ça. Autre constat qu'on a pu faire sur des logements collectifs en Ile-de-France. On a regardé un petit peu, par exemple, l'influence que pouvaient avoir les protections solaires et les occultations en logement collectif. C'est assez intéressant. Là, on est en Ile-de-France, dans le 92, sur la ZAC des Groux, où on a commencé à travailler. On n'a pas encore déposé le permis de construire. Donc, on fait vraiment un travail en amont. C'est des projets sur lesquels je travaille, donc je vois à peu près à quoi ils ressemblent.
On a 127 logements, 8000 m² de chal. On va de R+4 à R+10. Sur ces 8000 m² de chal, on a plusieurs plots de bâtiments. On va aller de R+4 à R+10 selon les cages. Sur ce projet-là, on est en ossature poteau poutre béton, plancher béton, façade en béton de bois biosourcé. Donc c'est, on va dire, la seule partie un peu biosourcée qu'on a intégrée sur le projet. Et également aussi les menuiseries bois massives. Le taux de vitrage aussi, c'est un sujet, on va regarder ça. Et donc les finitions en parquet contre-collé ou carrelage en fonction, c'est pas encore vraiment décidé, mais on a mis un certain pourcentage de parquet dans les finitions. Hormis ça, on n'a pas, oui il y a des plaintes en bois, oui il y a des menuiseries, des portes en bois, mais on le laisse de côté, c'est assez classique ça aujourd'hui de faire comme ça. Et on a regardé donc à partir de l'image du résultat de la solution de base que je viens de vous présenter, on voit qu'on est à plus 10%. Donc on est dans la merde, en gros quoi. On est dans la merde, pourquoi on est dans la merde? Parce que on a choisi une donnée environnementale. Déjà, on a fait un choix qui est très spécifique. C'est-à-dire que là, dans la solution de base, on met une protection solaire intérieure pour faire la partie degré-heure, la partie confort d'été, avec une donnée environnementale de store textile manuel, par défaut, et une protection solaire extérieure qui fait faire aussi occultation, en fait, des volets roulants motorisés en alu, mais finalement qui ne peuvent pas faire office de protection solaire, donc on a été obligé de rajouter un store intérieur. Eh bien, on n'est plus du tout réglementaire. On n'est pas capable de l'être, sauf à garder cette solution-là et à se dire, ok, on passe en structure biosourcée, totalement, pour réussir à regagner ces 10%. Donc là, ce qu'on voit en vert, c'est juste le poids des planchers, des façades et des menuiseries. Ce qu'on voit en gris, c'est tout le reste. Et ce qu'on voit en haut, c'est le IC chantier. Si on change, on prend une solution, rien qu'en prenant une FDES collective pour les occultations, on vient gagner 6% sur le seuil 2022. Rien qu'en changeant de données environnementales. C'est pas rien. Ce qu'on appelle optimiser efficacement. Ensuite, en solution 3, on se dit, ok, on va essayer des stores textiles motorisés à la place des volets roulants en alu. Ça ne change pas grand-chose. C'est à peu près le même type de données environnementales. Après, on dit on continue à descendre. Donc là, en solution 4, on met des volets PVC, chose qu'on n'a plus trop envie de faire aujourd'hui. Mais il s'avère que c'est une donnée environnementale qui est sérieusement bonne, alors qu'en fait, elle ne devrait pas. Mais du coup, on arrive à plus 1,7%. Donc là, on dit, ok, on va bientôt y arriver. On est bientôt... mais en fait, pourquoi on s'amuse à ne pas mutualiser les deux? Donc du coup, on a commencé à dire, ok, on ne va pas mettre de protection solaire intérieure, c'est ça la bonne solution technique, et du coup, on va mettre des solutions qui permettent de mutualiser les deux, avec des volets roulants alu orientables, de type, par exemple, bon, la solution 6, c'est les grisseurs Lamisol, par exemple, si vous connaissez, et donc d'un côté, on a testé une fiche collective, qui regroupe l'ensemble un petit peu des volets alu battants ou coulissants ou persiennes, et de l'autre côté, la solution 6, Lamisol. Et là, on voit tout de suite que le seuil 2022, on vient gagner 4, voire 7, 8%, rien qu'avec la donnée environnementale. Donc, je vous souhaite bon courage pour la suite. On va pouvoir continuer, mais on se rend bien compte que la donnée environnementale est vraiment un sujet. L'intelligence de conception, nos choix de conception vont avoir un réel impact sur le résultat final. Autre constat sur des logements collectifs en Ile-de-France, rapidement. Le taux de vitrage. Là, on a fait un peu les mêmes solutions. On est dans la continuité de ce qu'on faisait avant. Donc on voit que l'influence est très importante du taux de vitrage sur le résultat. Donc là, on est en façade biosourcée, on est en façade béton de bois. Donc plus on va mettre de vitrage, plus notre façade biosourcée, elle aura moins d'influence. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est vraiment problématique. Donc souvent, en fait, quand on va venir faire des balcons, on va plus vitrer, ce qui est logique. Mais ça va avoir un coût, que ce soit pour les balcons en poids carbone, et pour le vitrage, parce que le vitrage a un poids carbone beaucoup plus important, par exemple, qu'une façade ossature bois, ou en l'occurrence une façade béton de bois, comme nous on propose. Là, on voit qu'avec les différentes solutions, il suffit de monter de 10% ou de diminuer de 10% le taux de vitrage, on passe de 35% à 25%, on gagne 6,5% sur le poids carbone total. Donc ça va être vraiment un jeu
d'équilibre, toutes ces choses-là. Donc il y a une corrélation carbone qui est primordiale à réaliser entre le taux de vitrage, le choix de protection solaire, les occultations, la façade qu'on a choisie. Parce que finalement, si on a une façade tout béton, peut-être que ça aura moins d'influence, peut-être que ça ira. Mais en tout cas, avec une façade biosourcée, ça peut vite poser des problèmes et avoir des influences qui sont problématiques pour atteindre le seuil 2022. Optimisation carbone versus qualité d'habiter. C'est ce que je vous disais. La SDP, ça va avoir un petit problème, parce que, comme on est passé en surface habitable, ça pose quand même quelques sujets. On n'a pas de surface habitable, les locaux collectifs, par exemple, ou tout ce qui est balcon, tout ce qui est coursive, toutes ces choses-là ne sont pas comptabilisées dans la CHAB. Par contre, c'est du poids carbone. C'est du poids carbone qu'on doit prendre en compte. Donc ça nous pénalise à chaque fois pour atteindre le seuil 2022. Donc la grosse problématique, c'est que ça pourrait avoir des conséquences néfastes pour les constructeurs, les promoteurs qui se disent, en fait, on ne va plus construire avec des balcons, quoi. Donc, je vous le dis aujourd'hui, ne faisons pas ça. Mais essayons de optimiser le carbone de manière intelligente, en gardant vraiment à l'esprit la qualité d'habiter qui est primordiale dans les logements collectifs et dans les années qui viennent. Pour les dispositions favorables, donc, on peut prendre des dispositions favorables à la prolongation de la durée de vie réelle du bâtiment. En effet, c'est un vrai levier de réduction de son impact carbone global. Néanmoins, finalement, ces dispositions, le rehaussement de la hauteur de dalle à dalle, par exemple, ou la possibilité de réversibilité, donc pour passer de bureau en logement, de logement en bureau, bah, finalement, ça va être toujours défavorisé par l'analyse réglementaire, parce que comme on aura plus de hauteur de bâtiment, on aura plus de poids carbone. Donc, il n'y a pas ça qui est intégré dans la RE 2020, ce qui peut peut-être poser problème plus tard. Et donc, les conventions de calcul qui ne valorisent pas ce genre de dispositions, qui pourtant pourrait permettre d'allonger la durée de vie du bâtiment et finalement baisser son poids carbone ou plus facilement le permettre de se faire rénover derrière, donc finalement baisser le poids carbone du bâtiment au fur et à mesure de sa durée de vie. Au niveau des retours d'expérience sur le seuil 2025, je vais aller vite parce que je suis en retard, mais ça je le savais que ça allait se passer comme ça. Là, sur cette opération, c'est toujours la même opération dont je vous parlais sur la ZAC des Groux. On a un plancher dalle béton armé. Solution 2, on a testé un dalle béton armé de R+1 R+4 et un plancher bois béton sur les niveaux supérieurs. Solution 3, on est passé en plancher CLT sur les niveaux supérieurs. Solution 4, on est en plancher bois béton tout niveau. Et solution 5, on est en plancher CLT tout niveau. Ça fait très mal aux yeux, quoi. Ça fait très mal aux yeux parce qu'on se rend compte que en dalle béton armé, on a 9%. On doit vraiment travailler sur les revêtements de finition, en tout cas sur tout ce qui est matériaux qui n'est pas structurel, pour essayer de rentrer dans le seuil RE 2020. Par contre, on commence à changer un petit peu la structure, on gagne énormément en poids carbone, et donc le seuil 2025 qu'on voit en bleu peut commencer à être atteint. On peut commencer à atteindre le seuil 2025 grâce à une intégration dans la structure. Je ne vois pas d'autre solution à l'heure actuelle. Difficilement, on pourra faire un plancher, même voire impossiblement, on pourra faire un bâtiment seuil 2025 qui respecte la RE 2000, donc le seuil 2025 avec juste du béton armé en structure. Mais là, rien qu'en changeant du plancher, en plaçant en plancher CLT ou en plancher bois béton, on se rend compte que si on le fait sur tous les niveaux, on est capable d'atteindre le seuil 2025. Donc on considère que c'est un seuil qui est possiblement possible, en tout cas pour tout le monde aujourd'hui. Le seuil 2025, le seuil 2028, c'est un autre sujet. Et pour finir, finalement, moi je pense que donc les seuils 2025 puis 2028 vont vraiment avoir des conséquences qui vont faire évoluer de façon plus profonde nos modes constructifs et de manière assez positive. Maintenant, il y a ces problématiques de la qualité d'habiter parce que tout le monde va vouloir optimiser son prix de bâtiment, son poids carbone, et ça va devenir compliqué d'avoir une qualité d'habiter, et ça, moi, ça me fait assez peur. Mais de manière positive, on va faire appel beaucoup plus fréquemment aux matériaux biosourcés, à la mixité des matériaux et à l'économie de matière. Sans réduction du confort d'usage, j'espère bien. Les industriels seront contraints de bloquer, de fabriquer et de proposer aux concepteurs et constructeurs des produits moins carbonés qu'aujourd'hui. Ça, c'est une certitude pour rester compétitif d'un point de vue réglementaire carbone. Et enfin, ça devrait mécaniquement, j'ose espérer, aider également au développement des filières de réemploi et de recyclage, car il s'agit réellement d'un levier efficace d'optimisation de carbone et qui fait sens et à intégrer, du coup, dans les données environnementales des matériaux de construction. Je pense en avoir fini. Merci de votre attention.